dans la vie de ses enfants et dans celle de son mari, que ce soit en personne ou avec l'aide de la technologie. How did you do on that test? 94, so better than last time. Que ce soit au téléphone ou par télécopieur, ce n'était pas un arrangement traditionnel, mais c'était une manière innovatrice de combler les besoins de tous les membres de la famille. You guys are going to come up and see me next week. We're going to get a couple of days together, okay? C'est un arrangement non conventionnel, mais les gens sont étonnés de voir à quel point toute la famille Hood est heureuse pendant que Bonnie transforme son hôtel en spa de luxe. Je pense qu'elle adorait faire des rénovations. Elle s'en donnait à cœur joie à Camp Nelson. Elle veut transformer le vieil hôtel en spa qui attirera une clientèle très prestigieuse dans cette petite ville de montagne. N'étant pas originaire de l'endroit, Bonnie n'a aucune idée de ce qui l'attend. Bonnie dérangeait les résidents locaux et il dérangeait Bonnie. Cette situation a fini par tourner en véritable désastre. Look, I own that land. Your property line does not extend that far. I own Rapidement, that land. Bonnie se dispute avec les bûcherons de l'endroit qui veulent couper une partie de la forêt pour développer leur entreprise. Elle levait son bouclier, si on peut dire, contre les résidents locaux qui voulaient couper la forêt. Elle refusait catégoriquement de les laisser couper les gros arbres, et ce, même si c'était le gagne-pain de plusieurs d'entre eux. Dans les coins isolés de sa nouvelle propriété, Bonnie se trouve confrontée à un autre genre de commerce, celui-là un peu plus risqué. Dans une clairière, elle a trouvé un énorme champ de cannabis. Manifestement, une personne ou un groupe de personnes faisait pousser énormément de cannabis sur sa propriété. Bonnie s'opposait farouchement à toutes les drogues. Malgré ses conflits avec les résidents locaux, Bonnie est amoureuse de son vieil hôtel et des montagnes de la Sierra Nevada. Peu lui importe les obstacles devant elle, elle est déterminée à transformer sa propriété en spa luxueux parce qu'elle croit fermement en son potentiel. Le projet est si majeur que Bonnie décide d'embaucher un homme à tout faire pour l'aider dans les travaux manuels. Le jeune homme s'appelle Rudy Manuel. Il était fier de ses nombreux talents manuels et il tenait à faire du bon travail. Au fil du temps, il devenait de plus en plus indispensable à Bonnie dans la gestion de la propriété. Au bout de 3 ans de travail acharné et en partie grâce à l'aide financière et au soutien moral de son mari Jim, Bonnie est presque prête à ouvrir son spa luxueux. Puis le 19 août 1990, un geste d'une violence inouïe chamboule la vie de toute la famille Hood. La police reçoit un appel d'urgence. L'homme à tout faire de l'hôtel, Rudy Manuel, est gravement blessé et se bat pour sa vie. Allongée à ses côtés, la propriétaire de l'hôtel, Bonnie Hood, tuée par balle. Je me rappelle que nous sommes entrés dans la résidence. Nous avons trouvé la chambre et c'est là qu'on a vu Bonnie Hood. Elle portait une chemise de nuit et il y avait énormément de sang sur le lit. Il y avait des bijoux de grande valeur sur la table de chevet et rien ne semblait avoir été volé ailleurs dans la maison. Bonnie avait reçu un seul projectile d'arme à feu à la tête. La scène laissait penser qu'il s'agissait davantage d'une exécution pure et simple que d'un vol qui aurait mal tourné et mené à des coups de feu. Les agents ont compris que c'était prémédité. Comme ça semblait un crime personnel, les enquêteurs se sont demandé pourquoi ces 2 personnes avaient été des cibles et qui souhaitait leur mort. On a commencé à penser que quelqu'un était entré dans la maison pour assassiner ces gens. Est-ce que la cible était Bonnie ou Rudy? C'était important de le savoir. Les résidents sont bouleversés en apprenant la nouvelle de cette attaque violente. Dans cette région, il y a de nombreux chalets dont les portes ne sont jamais verrouillées. Les gens qui vivaient là-bas ne s'étaient jamais crus en danger. Quand le crime s'est produit, les résidents paniquaient. Ils étaient carrément terrorisés. Rudy Manuel, toujours vivant, est transporté à l'hôpital.
Son pronostic était très incertain au départ, mais il était en vie et pour nous, c'était une bonne affaire et on demeurait optimiste. Comme il était toujours vivant, on envoyait des agents à l'hôpital pour l'interroger dès qu'il se réveillerait. Ce crime est étonnant et choquant. Personne ne sait pourquoi Bonnie Hood et Rudy Manuel ont été tirés à bout portant. La cible était-elle Bonnie ou Rudy? Ce dernier survivra-t-il et pourra-t-il identifier l'assassin? Bonnie et Rudy cachaient-ils un secret qui aurait mis quelqu'un en colère au point de les tuer? Avec le temps, Bonnie et Rudy avaient développé une relation intime. Bonnie Hood, propriétaire d'un hôtel, a été retrouvée morte dans sa résidence isolée. One gunshot wound to the head. L'homme à tout faire de l'hôtel, Rudy Manuel, a également été blessé et se trouve dans le coma à l'hôpital. Bonnie et Rudy ont été retrouvés dans le même lit à 3 heures du matin, presque nus. Elle était très légèrement vêtue et un peu plus tard, on a pu déterminer sans l'ombre d'un doute, grâce aux analyses médico-légales, qu'elle avait eu des relations sexuelles avec Rudy. Du sperme de l'homme a été retrouvé dans son corps. Les enquêteurs découvrent que lorsque Bonnie était loin de son mari, elle entretenait une liaison secrète avec son homme à tout faire. Elle était une femme seule et elle s'est rapprochée de son homme à tout faire, celui qu'elle avait embauché pour l'aider à réaliser son rêve. Au fil du temps, elle l'a probablement trouvé de plus en plus séduisant. Il était très différent de son mari et cette différence exotique a attiré Bonnie au point qu'elle n'a pas pu résister. D'employé à collègue, il est ensuite devenu son amant. Rudy Manuel était l'opposé de Jim Hood. Sous tous les aspects possibles et imaginables, ils étaient deux contraires. Il travaillait de ses mains, il était d'ascendance autochtone, il s'habillait de manière rustique et se battait parfois au poing. Rudy était un homme manuel, un homme de la terre. Je crois que les gens n'étaient pas très surpris d'apprendre que Bonnie et Rudy étaient des amants. Ils étaient inséparables et, à mon avis, ils s'aimaient vraiment. Maintenant au courant de la liaison de Bonnie, les enquêteurs ont de très bonnes raisons de penser que son mari, Jim Hood, est peut-être l'assassin. Le promoteur immobilier Prosper était-il au courant de l'infidélité de sa femme et a-t-il décidé de se venger? Étant donné qu'elle était au lit avec son amant, Jim Hood, son mari, devenait logiquement le premier suspect. Lorsqu'il est interrogé peu après le crime, Jim Hood clame qu'il ignorait que sa femme était infidèle. De plus, son alibi est indéniable. Le soir du crime, il était chez lui avec ses enfants à Newport Beach, c'est-à-dire à 400 km de la scène du crime. Lorsqu'il parle aux enquêteurs, Jim Hood semble complètement abattu par la perte de sa femme. Jim aimait sa femme. Il a sans doute appris qu'elle avait un amant au moment où il a appris qu'elle était morte. Même s'il était bouleversé, il assistait auprès des enquêteurs pour qu'ils trouvent l'assassin de sa femme au plus vite. Jim se retrouvait maintenant à Newport Beach, sans femme et avec ses enfants qui avaient de la difficulté à composer avec la situation. C'était tragique. Et en plus d'être en deuil, il était complètement traumatisé. Selon toutes les personnes interrogées par les enquêteurs, Jim Hood était un mari attentif et un père dévoué. Il projetait l'image d'un homme d'affaires accompli qui s'investissait dans sa communauté. Il avait une bonne épouse et de bons enfants. On n'a rien trouvé de négatif à son sujet. Il était parfaitement d'accord avec le nouvel arrangement familial pour permettre à Bonnie de réaliser son rêve. Après une étude approfondie de tous les faits, les enquêteurs ne trouvent aucun indice ni témoin qui rapprocherait Jim Hood du crime. Il est donc éliminé en tant que suspect pour le meurtre de sa femme. Le mari écarté, les enquêteurs se mettent au travail. Ils cherchent une piste qui les mènera à l'assassin de Bonnie Hood. Si Jim n'a pas tiré sur la gâchette, qui l'a fait?
Les enquêteurs se demandent qui aurait eu un mobile pour tuer Bonnie Hood. En discutant avec les résidents, ils constatent que Bonnie n'était pas appréciée dans son nouveau patelin. You have no right to be on my property. Bonnie tentait de fermer l'usine à bois pour éviter les coupes d'arbres massives et elle se battait contre la culture du cannabis. Dans les deux cas, des millions de dollars étaient en jeu. I'm not going to debate this with you anymore. If you want to go to court, let's go to court. Elle était contre la drogue et contre la coupe d'arbres sur sa propriété. I can't have drugs on my property. I can make your life difficult. Elle était une adversaire redoutable et elle s'opposait farouchement à la culture de la marijuana et à la coupe de gros arbres sur sa propriété. Par conséquent, elle avait plusieurs ennemis. Dans ce cas-ci, la victime était une personne qui énervait bien des gens. Bonnie avait beaucoup d'ennemis là-bas, et plusieurs n'auraient pas été fâchés de la voir disparaître et de ne plus avoir affaire à elle. Après avoir rencontré des suspects potentiels, les enquêteurs n'identifient personne qui aurait pu représenter une menace pour Bonnie. S'il y avait des conflits entre elle et le voisinage, rien n'indique qu'ils aient pu dégénérer au point d'engendrer une telle violence. Les enquêteurs regardent maintenant le crime sous un autre angle. Est-il possible que Bonnie ait été une victime innocente et que Rudy Manuel ait été la cible principale de l'assassin? En fouillant dans son passé, les enquêteurs découvrent que sa vie a été beaucoup plus mouvementée que celle de Bonnie. Rudy avait aussi des ennemis. Il avait déjà été suspect dans plusieurs cas de vol et d'agression, alors on s'est demandé si quelqu'un essayait de lui envoyer un message. Peu de temps avant le crime, Rudy avait été accusé de vol sur une propriété de la région. Le propriétaire avait proféré des menaces à Rudy à plusieurs reprises, lui promettant de le punir. Les deux avaient des ennemis. C'est devenu très évident. En fait, plusieurs personnes leur souhaitaient du mal. Les enquêteurs interrogent le propriétaire en colère, mais il a un alibi incontestable. Il est donc éliminé de la liste des suspects. Rudy et Bonnie étaient deux personnes controversées dans la communauté et même si les théories se multiplient sur les meurtriers possibles, aucune n'est appuyée par des preuves solides. Puis, un autre scénario est envisagé. Les enquêteurs entendent souvent parler d'un mystérieux inconnu que plusieurs résidents ont remarqué. Un type dur à cuire qui était sur place à la même période. De nombreux résidents nous ont parlé d'un étranger. Il y avait rarement des inconnus au village et selon la description des gens, c'était toujours le même individu. Cet homme avait attiré l'attention de bien des résidents. En plus, il était saoul et il s'était battu avec quelqu'un. Mis à part une description physique, les enquêteurs ignorent tout de cet homme. Aucune plaque d'immatriculation, aucun nom, seulement une description sommaire, un âge approximatif. C'est tout ce qu'on avait. Il n'y a pas de preuve non plus que l'inconnu ait commis un crime. Sa présence peut être une simple coïncidence. Cet homme est pourtant la seule piste des enquêteurs. Rudy Manuel est la seule personne qui puisse les aider. Il a peut-être vu le visage de l'assaillant avant d'être atteint d'une balle. Rudy était la clé de l'enquête. Pendant qu'il était dans le coma, les enquêteurs ne pouvaient qu'attendre et espérer qu'il ouvre les yeux, qu'il puisse parler et surtout qu'il se rappelle du visage de l'assassin. Après avoir reçu un projectile d'arme à feu à la tête, Rudy Manuel est dans le coma depuis 2 jours. Puis soudainement, il se réveille. Notre témoin était enfin réveillé et plutôt cohérent dans ses propos. On a commencé à obtenir de l'information sur l'intrus. Rudy nous a décrit physiquement l'homme et l'arme qu'il portait sur lui. Pour nous, ces renseignements étaient de l'or. Can you describe this man? I don't know. It all happened
really fast. I never seen him before in my life. He was big, like a bodybuilder, and I remember he had a beard and short hair. Pour les enquêteurs, il est évident que l'homme décrit par Rudy est le même que l'inconnu mystérieux décrit par les résidents locaux. Lorsque Rudy a décrit l'intrus, ça correspondait à la description de l'homme mystérieux qui avait été vu au village durant le week-end du meurtre de Barney. Les enquêteurs ont enfin un suspect, mais il s'agit d'un parfait inconnu. Un fantôme qui s'est arrêté au village très brièvement avant de disparaître. Comment trouve-t-on un homme sans nom? Ils avaient des empreintes digitales et un témoin oculaire. C'était solide. Les enquêteurs sont à la recherche d'un inconnu qui était au village le soir du meurtre de Bonnie Hood. Ayant survécu à l'attaque, Rudy Manuel, l'amant de Bonnie, a pu donner une description physique détaillée de l'homme qui a tiré sur eux. Un des résidents locaux dit avoir vu l'inconnu boire dans un bar ce soir-là. Si l'homme a bu, il a laissé des empreintes digitales, mais les retrouver sera très ardu. Avec peu d'indices sur leur suspect, les enquêteurs ont l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. On cherchait des moyens d'identifier cet homme et on a décidé d'examiner les bouteilles de bière vides. Malheureusement, il y en avait des caisses. Les enquêteurs envoient des centaines de bouteilles au laboratoire de l'État en espérant obtenir des empreintes digitales qui n'appartiennent pas aux résidents locaux. Leurs chances sont minces de retrouver les empreintes recherchées, mais parfois, la police a de la chance. En plein dans le mille. Les analyses ont fait ressortir les empreintes digitales d'un homme qui avait un dossier criminel, Bruce Beecham. Bruce Beecham était un fauteur de troubles, un ex-prisonnier et probablement un revendeur de drogue. Il possédait plusieurs armes et il était connu pour se battre. On pourrait dire qu'il était intimidant en raison de sa taille et de sa carrure. Il était costaud. Les enquêteurs croient avoir identifié leur inconnu. Ils apportent des photos à Rudy Manuel pour vérifier qu'ils ont le bon suspect dans leur mire. Rudy identifie Bruce Beecham sans hésiter. This is him. This is the man that shot us. Ils ont leur tireur. La preuve la plus solide était que Rudy Manuel, le seul survivant, l'avait identifié. C'est une preuve assez puissante quand la victime dit « c'est lui qui m'a tiré dessus ». Ils avaient des empreintes digitales et un témoin oculaire. Rudy, qui avait survécu, a identifié Beecham parmi plusieurs photos en disant « c'est lui ». C'était solide. Beecham est retrouvé chez lui à 4 heures de route plus loin dans la ville de Fontana, en Californie. Les enquêteurs s'empressent de l'interroger. Quand on a mentionné qu'on savait très bien qu'il était allé à Camp Nelson, il n'a pas nié. Ça nous a étonnés parce qu'on s'attendait à ce qu'il nie sa présence là-bas. Il ne savait pas qu'on avait réussi à obtenir ses empreintes digitales. Beecham affirme avoir passé du temps dans cette ville ce soir-là pour des affaires personnelles. Bruce a inventé un conte de fées. C'était un hasard s'il se trouvait à Camp Nelson ce soir-là, à la recherche d'une femme qui n'était pas son épouse. Comme il ne la trouvait pas, il est retourné à Fontana, tout simplement. C'était une histoire sans queue ni tête. Les enquêteurs sont persuadés que Bruce Beecham est leur tireur. Et lorsqu'ils se penchent sur son passé, ils découvrent des choses troublantes. Lors de nos recherches, on a découvert que le nom de son employeur était Jim Hood.
Ils ont découvert qu'il travaillait pour le mari de Bonnie, Jim Hood. Bruce Beecham était un entrepreneur. Il avait souvent travaillé sur les projets de développement domiciliaire de Jim Hood, et ce pendant plusieurs années. Selon Beecham, le fait qu'il connaisse Hood et que sa femme ait été tuée n'est qu'une coïncidence. Il donne d'ailleurs une excellente raison aux enquêteurs pour expliquer sa présence au village cette nuit-là. Jim Hood lui avait dit qu'il avait acheté un vieil hôtel dans un village. Et selon lui, c'était un bon endroit pour faire la fête et s'amuser. Pour les enquêteurs, les explications de Beecham semblent tout à fait improbables. Même s'ils ne peuvent pas prouver son implication dans le crime, les enquêteurs sont persuadés que l'employé de Jim Hood a quelque chose à voir avec la mort de sa femme. Est-il possible que Jim Hood soit également derrière le crime? S'il a appris que sa femme avait un amant, il a peut-être décidé de la tuer. Est-il possible que Jim Hood ait payé Bruce Beecham pour tuer sa femme? Il n'y avait pas de raison apparente pour laquelle Bruce Beecham aurait pu tuer Bonnie Hood. Il n'avait pas eu de liaison avec elle, et il n'a jamais été question de transaction de drogue avec elle. Dans la maison, les bijoux et les objets de valeur n'ont pas été volés sur la table de chevet, alors il ne s'agissait pas d'un cambriolage non plus. Si on élimine le vol, le sexe et la drogue, il ne reste plus beaucoup de mobiles. Les enquêteurs décident d'interroger Jim Hood encore une fois, mais comme lors de leur première rencontre, il affirme qu'il ignorait l'existence d'un amant dans la vie de sa femme. De plus, il est très étonné d'apprendre l'identité de celui qui est soupçonné d'avoir commis le meurtre. You tell me that Bruce, my employee, who I paid for several years, is all of a sudden he's gonna kill my wife. Jim Hood est en colère et prétend que c'est la pire trahison possible de la part d'un employé. Pour les enquêteurs, le fait qu'ils connaissent Beecham depuis des années demeure très louche. Mais comme ils ne peuvent pas prouver que le mari se savait cocu, ils n'ont aucun mobile sérieux. L'hôtel de Bonnie était loin de Newport Beach, et il lui aurait été facile d'avoir une liaison avec Rudy sans que son mari le sache. Les enquêteurs ont parlé à Jim Hood à plusieurs reprises, mais n'ayant aucune preuve solide de quoi que ce soit, ils ne pouvaient rien faire de plus. Il habitait à Newport Beach. Il avait réussi dans la vie. Il était bien nanti. C'était très difficile pour moi de croire que cet homme était capable de tuer quelqu'un. De l'autre côté, il y avait Bruce Beecham, qui avait déjà un passé criminel et qui, vraisemblablement, pouvait être capable de tuer quelqu'un. Les enquêteurs procèdent à une vérification des dossiers financiers de Jim. Ils cherchent des traces d'un paiement qu'il aurait fait à Bruce pour commettre le crime, mais ils ne trouvent aucune transaction louche ni aucun indice. Il n'y avait pas eu de sortie d'argent importante du compte de Jim Hood qui aurait indiqué un paiement à Beecham. Le procureur a des soupçons en ce qui a trait à Jim Hood, mais sans preuve tangible, il décide de poursuivre uniquement Bruce Beecham. Celui-ci est arrêté et accusé de meurtre prémédité. Avec des pièces à conviction comme les empreintes digitales et le témoignage de Rudy Manuel, l'équipe des procureurs est convaincue d'obtenir une condamnation. S'il est déclaré coupable, Bruce Beecham sera condamné à la peine de mort pour avoir tué Bonnie Hood. Le procès commence avec un témoignage chaud. On dit qu'une chaîne n'est pas plus forte que le plus faible de ses maillons. Il a tout gâché. Même s'il n'y a aucune preuve d'un lien entre Jim Hood et le meurtre de sa femme, le fait qu'un de ses employés soit accusé de ce meurtre est suffisant pour que la communauté de Newport Beach se monte contre lui. Quand les enquêteurs ont appris que Bruce travaillait pour Jim, les témoignages des gens se sont mis à changer. Tout à coup, c'était davantage « le mariage n'allait pas bien, je vous l'avais dit, Bonnie et Rudy étaient ensemble et elle voulait divorcer, peut-être que Jim était au courant ». Peu à peu,
Il devient plus facile pour bien des gens de croire que Jim Hood n'était pas le mari parfait. Un nuage de soupçons commence à planer au-dessus de sa tête. Toutefois, les enquêteurs procèdent étape par étape. Ils sont convaincus qu'en faisant condamner Bruce Beecham, d'autres secrets feront surface au sujet du meurtre de Bonnie Hood. La date du procès approche et l'équipe de la poursuite croit avoir des arguments irréfutables. Il suffisait de prouver que ce qui était arrivé était à cause de lui. Ils avaient ses empreintes digitales, prélevées sur une bouteille de bière du bar. Beecham lui-même a admis s'être trouvé au village, et l'argument béton était l'identification formelle de Rudy Manuel. Il a reconnu l'homme qui lui a tiré une balle dans la tête avant de tuer Bonnie. La poursuite est persuadée qu'en présentant toutes ces preuves, l'accusé sera condamné. Mais lorsque Rudy Manuel commence son témoignage, il prend une très mauvaise décision pour tenter de cacher un secret. On lui a demandé s'il avait eu des relations sexuelles avec Bonnie Hood ce soir-là, et il a nié, malgré les preuves. Il n'avait pas de raison de mentir sur cette question, mais c'est ce qu'il a choisi de faire. Ça a été le point tournant de ce procès californien. Rudy Manuel a menti sur la nature de sa relation avec Bonnie. Personne ne sait comment Rudy Manuel croyait cacher sa liaison avec Bonnie Hood. Après tout, ils étaient ensemble dans sa chambre au beau milieu de la nuit et il y avait des preuves physiques d'une relation sexuelle récente. Il était chez elle à 3 heures du matin. Elle était presque nue et lui aussi. De plus, son sperme frais a été trouvé dans le corps de Bonnie. Il a tout de même décidé de nier leur liaison et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il a dit a été mis en doute. La poursuite sait que si son témoin a menti sur un point, tout ce qu'il dira risque d'être remis en question. Et c'est effectivement ce qui se produit. Comme Rudy avait menti sur ce point, toute la défense s'est écroulée. On dit qu'une chaîne n'est pas plus forte que le plus faible de ses maillons. Il a tout gâché. Après que Rudy Manuel ait discrédité toute l'enquête en mentant au jury, Bruce Beecham est jugé non coupable. L'homme que les autorités croient coupable du meurtre brutal de Bonnie Hood est un homme libre. J'étais estomaqué. Personnellement, j'étais sidéré. Je n'arrivais pas à y croire. Il était libre alors que c'était presque réglé à l'avance. L'acquittement de Beecham signifie également que les autorités ont perdu toute chance de le condamner, même si quelqu'un admet l'avoir payé pour commettre le meurtre, et les autorités croient fermement que Jim Hood a payé Beecham pour tuer sa femme. En condamnant Beecham, les enquêteurs comptaient sur lui pour dénoncer Jim Hood, afin d'alléger sa peine. Si on avait réussi à le faire condamner, je n'ai aucun doute qu'il serait devenu beaucoup plus bavard. Je suis convaincu qu'il aurait dénoncé Jim Hood sans hésiter. J'en suis persuadé. Pour ceux qui aimaient Bonnie Hood, le fait que Beecham ne puisse plus jamais être traîné en cour et accusé de sa mort est encore plus choquant. Le 5e amendement de la Constitution est très clair là-dessus. Une personne acquittée ne peut pas subir un deuxième procès pour le même crime. Beecham était donc intouchable. Il aurait pu crier qu'il avait tué Bonnie Hood, et personne n'aurait pu l'arrêter, parce qu'il avait été acquitté pour cet acte criminel. Bruce Beecham est un homme libre, mais sa liberté est de courte durée. Presque un an après son acquittement pour le meurtre de Bonnie Hood, un autre crime violent est commis. La police reçoit un appel d'urgence du bureau de Jim Hood. Un homme sans vie gît au sol. Il s'agit de Bruce Beecham. Il a été tué de 7 projectiles d'armes à feu et le tireur n'est nul autre que Jim Hood. Sur place, il admet avoir tué Bruce Beecham. Il affirme que cela n'a rien à voir avec la vengeance du meurtre de sa femme. He comes into my office waving a gun
Hood clame qu'il a agi en légitime défense parce que Beecham est entré dans son bureau avec un pistolet à la main et qu'il menaçait de le tuer comme il avait tué sa femme. Puis, un témoin se manifeste avec de nouveaux renseignements sur le meurtre de Bonnie. Elle a trouvé une enveloppe qui contenait des milliers de dollars. Et Bruce a été obligé de lui expliquer d'où venait cet argent. Aux yeux de plusieurs, le meurtre de Beecham sous-entend que Jim Hood était impliqué dans l'assassinat de sa femme. Mais les autorités n'ont aucune preuve qui le relie au crime ou qui prouverait que Beecham a reçu un montant d'argent pour le commettre. Hood prétend maintenant qu'il a tué Beecham parce qu'il craignait pour sa propre vie. Un journaliste m'a appelé pour me demander si j'étais au courant que Bruce Beecham venait d'être tué par Jim Hood. Immédiatement, je me suis dit qu'il était coupable. Hood a tiré sur Beecham 2 fois. Il l'a atteint à la tête et à la poitrine. Ensuite, il a tiré 3 autres coups de feu au corps de Beecham pendant qu'il gisait au sol et 2 autres à la tête, à bout portant. À mon avis, on n'agit pas de la sorte en situation de légitime défense. C'était plutôt digne d'un meurtre de la mafia. Si Hood a tué Beecham afin de faire taire la seule personne qui pouvait le lier au meurtre de sa femme, il a commis une grave erreur. Bruce Beecham n'était pas un enfant de cœur, mais une femme l'aimait et connaissait ses secrets, son épouse endeuillée. Elle dit aux enquêteurs que peu avant sa mort, son mari avait accès à beaucoup d'argent comptant et il lui a dit qu'il provenait des poches de Jim Hood. Elle a trouvé une enveloppe qui contenait des milliers de dollars. Et Bruce a été obligé d'expliquer à Sharon ce qui se passait et d'où venait cet argent. Elle a posé des questions à son mari sur cet argent et même s'il n'a pas répondu avec précision, elle a réussi à savoir que l'argent venait de M. Hood. I think that James Hood hired my husband to murder his wife and her lover. Selon sa version, Jim Hood avait effectivement donné 50 000 $ à Bruce pour tuer Bonnie. Après son acquittement, il a recommencé à recevoir des gros montants d'argent. Cette information de la part de la femme de Bruce Beecham semble valider la théorie des enquêteurs sur le meurtre de Bonnie. Hood a payé Beecham pour la tuer. Même si leur hypothèse est maintenant vérifiée, ils n'ont toujours pas de mobile. Pourquoi Jim Hood voulait-il se débarrasser de sa femme? Était-ce en raison de sa liaison avec Rudy Manuel? Une rumeur se met alors à circuler dans la communauté bien nantie de Newport Beach. Les enquêteurs ont maintenant des raisons de croire que le mobile va possiblement au-delà de l'infidélité et que l'argent était probablement en cause. Les gens d'affaires de Newport Beach sous-entendent que l'empire de Jim Hood n'a jamais été aussi impressionnant qu'il le laissait paraître. De plus, le rêve de Bonnie, qui consistait à créer un spa prestigieux dans les montagnes de la Sierra Nevada, l'a peut-être poussé au bord d'un gouffre financier. Il semble possible que les rénovations de l'hôtel aient dépassé le budget et que Jim Hood ait manqué d'argent pour terminer le projet. Bonnie était très heureuse que Jim lui achète le vieil hôtel. Mais elle savait que Jim était un homme d'affaires et qu'il s'attendait à ce que l'hôtel génère rapidement des profits. Le futur spa ne devait pas devenir un gouffre sans fin et nuire aux besoins financiers de la famille. Mais c'est ce qui s'est produit. Dès le départ, elle dépensait sans compter dans le projet, sans obtenir de retour sur l'investissement. Plus tard, les procureurs ont confirmé les rumeurs selon lesquelles son empire financier était dans un état précaire. À mon avis, Jim Hood craignait un échec financier alors qu'il n'avait jamais connu d'échec de sa vie. C'était une honte au même titre qu'avoir une femme infidèle. Les enquêteurs croient que le risque d'être ruiné, en plus de la découverte de la liaison de sa femme,
a pu pousser Jim Hood à embaucher Bruce Beecham pour tuer sa femme. Une fois Bonnie sortie de sa vie, il amasserait près d'1 million de dollars en assurance et tous ses problèmes seraient résolus. Je pense que Jim Hood vivait constamment dans le mensonge pour protéger ses secrets. Un de ses secrets était le fait qu'il perdait beaucoup d'argent et qu'il voulait garder un mode de vie aisé. Certaines personnes sont prêtes à tuer pour cacher la vérité. Les enquêteurs croient qu'après la mort de Bonnie, Jim Hood s'est remis sur pied financièrement, mais que ses problèmes ne se sont pas arrêtés là. Après avoir été acquitté de meurtre, Bruce Beecham avait le beau rôle et il a sûrement décidé de faire chanter Jim Hood. Bruce avait vérifié auprès de son avocat et il savait qu'il ne pouvait pas être accusé à nouveau pour le meurtre de Bonnie. Il n'avait rien à perdre et tout à gagner. Listen to me, this has got to stop. I'm in the clear. You're the one who's got to walk the line now, and you're going to do it my way. Les enquêteurs croient que Beecham, parce qu'il avait bien compris le 5e amendement de la Constitution, a décidé d'extorquer de l'argent à Jim Hood. S'il refusait de payer, Beecham dirait à tout le monde que Jim avait commandé le meurtre de sa femme. Better make it worth my while to lay low again. C'était un véritable cauchemar pour Jim Hood. Jim Hood a payé Bruce Beecham une fois pour faire tuer sa femme, mais il devait dorénavant payer pour son silence. Quand le chantage de Bruce a commencé, Jim Hood avait très peu d'options qui s'offraient à lui. Il pouvait continuer à payer Bruce ou s'arranger pour ne plus avoir à lui donner un sou. Les enquêteurs pensent que Jim a attiré Bruce dans son bureau, qu'il l'a tué et qu'il a glissé une autre arme dans sa main pour clamer la légitime défense. Enfin, il n'aurait plus à payer pour le silence de son homme de main. On peut extorquer de l'argent à quelqu'un tant qu'il veut bien payer. Dès que la personne décide que ça suffit, c'est terminé. Jim Hood, même s'il a donné de l'argent à Bruce pendant un certain temps, a voulu mettre un terme à la situation. En tentant de se faire payer plus longtemps, Bruce a signé son arrêt de mort. Le premier procès de Jim Hood est annulé, mais lors de son deuxième procès, Hood est déclaré coupable du meurtre de Bruce Beecham. Le jury a rejeté l'hypothèse de la légitime défense. Lorsqu'est venu le moment de procéder à l'analyse finale, on s'est demandé si la poursuite avait prouvé tous ses arguments. Et la réponse était oui. Ce n'était pas un acte de légitime défense. Au contraire, c'était un meurtre crapuleux commis de sang-froid. Jim Hood est accusé et condamné pour le meurtre de Bruce Beecham. Même s'il a été accusé publiquement d'avoir commandé le meurtre de sa femme, il n'a jamais subi de procès officiel. De plus, ses enfants clament que leur père n'a rien eu à voir avec la mort de leur mère. J'ai vu ses enfants à son procès. Ils étaient convaincus que leur père n'était pas impliqué dans la mort de leur mère. La mort de Bruce Beecham a éliminé la possibilité de connaître tous les détails entourant la mort de Bonnie Hood, et elle permettra à l'un des secrets de Jim Hood de demeurer caché à tout jamais. On ne le saura jamais, mais peu importe, puisqu'il passera le reste de sa vie en prison. Ils ont presque réussi à coincer Jim Hood la première fois. Les votes de 11-1 signifiaient que 11 jurés croyaient la théorie de la partie poursuivante et considéraient Hood coupable au-delà de tout doute raisonnable. Ces jurés croyaient en effet que l'accusé avait attiré Bruce Beecham dans son bureau avec la ferme intention de le tuer. Il voulait que Bruce cesse une fois pour toutes de lui soutirer de l'argent. Dans le deuxième procès, l'hypothèse de la poursuite a prévalu et le jury a cru que c'était exactement ce qui s'était passé. Tous les jurés ont rejeté la théorie de la légitime défense. Il y a plusieurs aspects ironiques dans cette affaire. D'abord,
Si Bruce avait été condamné, il serait peut-être encore vivant aujourd'hui. Son acquittement a mené à sa mort, et sa mort a conduit à l'incarcération de Jim. Justice a été rendue. Chacun a été puni pour ses actes, finalement. Bonnie Hood rêvait de créer un spa luxueux dans les montagnes, un endroit où elle espérait être vraiment heureuse. Bonnie avait un projet lié à sa passion et elle a simplement quitté le comté d'Orange et sa famille pour vivre sa passion. Cette épouse et mère a été tuée avant même de réaliser son grand rêve. Jim Hood avait tout pour lui, une maison magnifique, une femme et une famille. Mais des secrets ont gâché cette vie empreinte de richesse et de privilèges. Quand on regarde tous les faits, ça revient presque toujours à l'argent, au pouvoir et au contrôle. Dans cette affaire, c'est exactement ce que Jim voulait, mais son plan a échoué lamentablement. En Argentine, le procureur Alberto Nisman a défrayé la chronique. Il accusait la présidente du pays, Cristina Kirchner, de s'être alliée aux terroristes iraniens responsables d'un attentat à Buenos Aires. Le 19 janvier 2015, le procureur est retrouvé mort dans son appartement. A prosecutor has been found dead. This is an incredible story. Parce que je ne savais pas ce qui s'était passé. Suicide ou meurtre? Voici en 6 épisodes palpitants l'affaire qui a ébranlé l'Argentine. Nisman le procureur, la présidente et l'espion, à partir du jeudi 17 juin sur Planète Plus Crime Investigation.